Bienvenue à tous. Ingratitude, mensonge, trahison, traîtrise, coup bas, méchanceté, manipulation, arnaque, ce sont entre autres mots là-monsieur qui rythment au quotidien la vie politique sous nos tropiques. Au Bénin, le constat est plus que patent, dit-on. Une véritable jungle qui n'aurait pas de place pour les enfants de cœur. Amis aujourd'hui, ennemis demain, ce serait la règle. Et ce, même si le thème consacré reste et demeure adversaire politique. Un univers peut-être pervers et cruel, mais aussi le plus sûr et raccourci pas fait pour être un homme accompli, du moins celui ayant réussi matériellement sa vie dans un environnement où luxe insolente et pauvreté extrême crèvent l'œil. Longtemps chasse gardée des hommes d'un âge certain, la jeunesse en fait désormais son univers de rêve au nom du militantisme. Militantisme de la jeunesse au Bénin, un pis-aller contre le chômage ou une réelle nécessité d'engagement. Le débat, c'est dans un instant, avec deux des représentants de cette couche de la société béninoise. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ingratitude, mensonge, trahison, traîtrise, coup bas, méchanceté, manipulation, arnaque, ce sont entre autres mots, là, monsieur, qui rythment au quotidien la vie politique sous nos tropiques. Au Bénin, le constat est plus que patent, dit-on. Une véritable jungle qui n'aurait pas de place pour les enfants de cœur. Amis aujourd'hui, ennemis demain. Ce serait la règle. Et ce, même si le thème consacré reste et demeure adversaire politique. Un univers peut-être pervers et cruel, mais aussi le plus sûr et raccourci pas fait pour être un homme accompli, du moins celui ayant réussi matériellement sa vie dans un environnement où luxe insolente et pauvreté extrême crèvent l'œil. Longtemps chasse gardée des hommes d'un âge certain, la jeunesse en fait désormais son univers de rêve au nom du militantisme. Militantisme de la jeunesse au Bénin, un pis-aller contre le chômage ou une réelle nécessité d'engagement. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous, sur ce plateau, deux représentants de cette couche de la société béninoise. Déjà, en ma compagnie, et sur ce plateau, Mathieu Coco. Il n'est pas à présenter sur ce plateau. Il est un acteur politique et qui accompagne les initiatives du gouvernement avec un rêve d'un Bénin mieux bâti où la jeunesse reste vraiment un modèle. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Ah non, le plaisir est partagé. En face de lui, un autre qui reste le porte-étendard de cette jeunesse. Une jeunesse consciente, dit-on, Constantin Amoussou. Il est le président de cette association qui a longtemps fait parler d'elle et continue son chemin, le gouvernement des jeunes du Bénin. Il est acteur politique, membre du parti USL. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Meeting politique, marche de protestation, soulèvement populaire. Au-devant de ces mouvements de foule au Bénin, comme partout ailleurs d'ailleurs, la jeunesse. Désormais, elle compte plutôt jouer les premiers rôles. Et il parvient déjà même, il faut le constater. Des jeunes gens, membres de bureaux politiques, c'est un fait. Directeurs de sociétés d'État, un fait aussi. Ministres, députés, en tout cas, on ne les compte pratiquement plus aujourd'hui du bout des doigts. Mais en dehors du jeune âge, ils auraient, dit-on, les mêmes traits caractéristiques que les devanciers. Mais en pire, sont lycéens. Mathieu Coco, je me retourne vers vous pour vous demander d'abord si ce tableau qu'on peint parfois de cette jeunesse, vous le partagez. Malheureusement, oui, parce que la scène politique aujourd'hui, comme vous venez de le décrire, est inondée par beaucoup de gens qui viennent à la politique en réalité pour régler un problème personnel qui est le problème donc du gain, qu'il faut gagner tout de suite. Et cette image qui est projetée de la politique ne vient pas de cette jeunesse qui s'engage, mais c'est l'image qu'on lui projette avant qu'elle ne s'engage en politique. Et c'est malheureusement ce qu'on a constaté pendant plusieurs années. Et donc, mais il faut noter aussi que parmi cette jeunesse qui s'engage aujourd'hui, il y a donc une partie qui est consciente de ce que
entrer en politique n'est pas forcément pour y aller s'enrichir, mais c'est pour apporter son savoir-faire pour la construction de la société, pour la construction donc de son pays. Comme vous venez de le dire, malheureusement, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, on remarque aujourd'hui que beaucoup s'engagent en politique parce qu'on pense qu'on va en politique pour pouvoir s'enrichir. Et c'est aussi la configuration de la scène politique, c'est aussi la configuration donc du paysage politique de notre pays qui offre cette opportunité à certaines personnes donc de s'exercer à ce genre donc de métier. Et il faut le dire, il y a de grandes personnalités politiques qui aujourd'hui se révèlent en réalité être ceux-là qui ont semé ce germe dans le cœur de beaucoup de jeunes qui pensent que bon, ce sont des modèles qu'il faut suivre, mais aujourd'hui, on a constaté tout simplement que le modèle, ce n'est pas la personne, mais c'est plutôt les idéaux d'un parti politique qu'il faut épouser et intégrer dans ce parti. Ah oui, épouser les idéaux d'un parti politique pour espérer bâtir une société prospère. En tout cas, ils sont nombreux à y croire, à y travailler. Pour Constantin Amonsou, en tout cas, le tableau, pour l'instant, un peu celui qu'on vient de décrire, une classe politique qui est ce qu'elle est, une jeunesse qui, dit-on, semble s'apparenter à cette classe politique décriée et pour lequel beaucoup demandent un toilettage profond. Comment vous appréciez ce tableau? Merci Joël. Vous avez parlé d'univers pervers et cruel. Ah oui. Et vous ne pouvez pas croire si bien avoir dit. Parce qu'il n'est que d'observer comment se meut la vie politique dans notre pays et de s'y pencher de façon encore particulière pour les dernières années, je vais même dire plus précisément les 3 dernières années de notre pays, de voir comment des personnalités politiques connues se sont métamorphosées, sont devenues méconnaissables dans les valeurs qu'elles ont défendues par le passé, se révélant comme des gens n'ayant porté tout ce temps qu'un masque pour voir, pour connaître, pour se dire qu'au-delà de la défense que l'on prétend de certaines valeurs, il faut passer à l'étape de l'illustration. Et la vérité, pour reprendre une formule d'un personnage assez charismatique, connu dans la presse, c'est se rappeler que pour dire d'une personne que l'on la connaît, il faut attendre d'elle qu'elle soit à un pot de responsabilité et qu'elle gagne de l'argent. Parce que c'est peut-être, et c'est sérieusement en ce moment-là, que se révèle sa véritable identité. J'ai passé exprès ce nom sous silence et je reviendrai pour une raison que vous comprendrez plus tard. Dit là-dessus, principalement et fini, pour dire que oui, le Bénin offre aujourd'hui ce visage, offre le visage politique d'un univers pervers et cruel. Et ça n'est pas que simplement d'avoir remarqué que nous n'avions pas eu des jeunes particulièrement encourageants, semés par la génération ou les générations qui ont précédé, mais plus encore que celles intermédiaires sont en train d'apparaître, de se présenter sous des jours plus tristes que celles qui ont précédé, et que nous avons des raisons de penser que dans la génération en cours, celle à laquelle j'appartiens, il y a des raisons de désespérer. Il y a des raisons de désespérer, dites. Oui, la génération à laquelle vous appartenez. Il y a des raisons de désespérer. Il y a des raisons de désespérer, c'est ce que disent certains qui commencent à déchanter. Disons, on en a vu qui ont pris le chemin, qui ont ensuite rebroussé chemin. Mais quand cette situation se présente, il faut remarquer qu'il y en a qui appellent déjà à retourner à l'essentiel. L'essentiel, le militantisme. Je vais alors me retourner vers Mathieu Coco. Le militantisme aujourd'hui, quand on observe d'abord l'environnement, est-ce qu'il existe? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant de pouvoir dire s'il existe ou pas, ce serait bon de partager avec les téléspectateurs ce que cette jeunesse doit comprendre du militantisme. Avant de revenir donc à cette question, je voudrais juste dire que je ne partage pas vraiment l'idée de mon vis-à-vis qui pense qu'il y a raison pour cette jeunesse de désespérer. Si tant est-il que cette jeunesse est consciente de ce qu'il a une contribution à apporter. Si tant est-il que cette jeunesse est consciente de ce qu'il ne faut pas suivre des gens pour les suivre et faire ce qu'ils font, mais contribuer à changer ce qui existe et ce que nous pensons n'est pas être juste. Donc l'engagement personnel. L'engagement personnel de cette jeunesse. On ne peut pas penser, dire que je désespère ou que si nous nous engageons en politique,
on doit pouvoir s'engager parce que nous voudrons apporter quelque chose de nouveau, parce que nous voulons changer la façon dont la politique se fait. Aujourd'hui, moi, je dis, je m'engage en politique, mais je ne ferai pas ce que ceux qui sont devant moi font, mais je ferai ce qui est juste, ce que nous pensons apporter un bien, un plus à notre pays. Donc, c'est essentiellement ça. Je ne crois pas que moi, de toutes les façons, moi, je ne désespère pas. Je sais que quand il y aura des jeunes engagés comme moi, des jeunes qui partagent la même vision que moi, les jeunes qui pensent que nous pouvons ensemble contribuer au développement de ce pays autrement et ne pas viser les caisses de l'État en allant en politique, ne pas viser les caisses des sociétés en se faisant nommer, je crois qu'on pourra faire autre chose et mieux. Pour revenir à la question du militantisme, je crois personnellement que l'engagement en politique ne devrait pas normalement se faire au gré du vent, ou bien non, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'autre côté, ou bien parce que aujourd'hui, comme beaucoup de gens se plaisent à le dire, et souvent dans la presse on l'entend, le parti 2, ça ne devrait pas se dire, le parti 2. Comment un parti peut être pour quelqu'un? Moi, personnellement, quand j'entends ça, ça m'offusque. Je ne peux pas engager dans ce parti-là parce que je ne veux pas être en réalité l'esclave de cette personne, parce que je ne veux pas être pour cette personne-là. Je veux appartenir à un parti, mais et non à un parti de quelqu'un. Pour le dire, le militantisme aujourd'hui dans notre pays, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, que cela ne s'explique pas vraiment par un engagement volontaire. C'est souvent motivé par non, celui dont, ou bien celui à qui appartient ce parti est riche, non, là-bas on peut trouver mieux, et puis on s'engage. À partir de ce moment, n'attendez pas de celui-là un militantisme. On ne peut pas attendre de lui un militantisme, on ne peut qu'attendre de lui tout ce qu'il fera, pour se faire remarquer, pour pouvoir vite bénéficier de ce qui l'a conduit à venir à ce niveau-là. Dommage que nous pensons que ce qui se passe dans notre pays, que certaines personnes, bien sûr, pensent que ce qui se passe dans notre pays depuis bientôt 3 ans est peut-être déplorable ou regrettable. Moi, je l'encourage parce que aujourd'hui, vous ne pouvez plus, du moins pour les partis qui se construisent et qui se constituent aujourd'hui et qui sont de grands partis, vous ne pouvez plus y adhérer et venir spontanément et dire oui, je suis parti, non, je suis venu avec un sac d'argent, donc je deviens président. Ce n'est pas possible parce que la construction de ces partis se fera à partir donc d'une réglementation, sinon à partir d'une base beaucoup plus sérieuse, et ça permettra donc à ce que seuls ceux qui vont réussir à s'hisser au-dessus, ou bien ceux qui vont réussir à s'hisser au sommet donc de ces partis seront des gens qui ont une base politique bien solide. Et c'est ce qui est en train de se construire dans notre pays. Je crois qu'il faut l'encourager. Par rapport à la jeunesse qui s'engage aujourd'hui, moi je pourrais tout simplement dire que avant de reprocher à cette jeunesse la façon dont ils s'engagent en politique, la façon dont ils font la politique, il faut d'abord toiletter donc le paysage politique. Il ne faut plus que cette jeunesse ait la facilité d'aller vers facilement et de réussir donc à devenir donc des usurpateurs ou bien des profiteurs ou bien des animateurs de meetings, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et Constantin Hermoussou, la question du militantisme, on s'y prend par quel bout? Merci. Alors, quand on prend militantisme et qu'on veut en cerner le sens, peut-être se peut-il être utile que l'on retourne à l'essence du mot, qu'on interroge sa racine. Et la racine milites, en latin, ça signifie soldat, soldat. Et le militant est construit comme le soldat, comme une personne que l'on envoie au front pour défendre des valeurs, comme le soldat défend la République, défend la nation, défend les citoyens de son pays. Et s'il se trouve que milites, soldats et militants d'un parti politique ont la même racine, c'est parce que l'on attend du militant d'une formation politique qu'il soit le soldat de la cause de ce parti politique. Or, nous avions des partis politiques. Et en disant parti politique, nous avons pris parti qui désigne, disons, une association. Et puis nous avions pris politique, qui vient de polis en grec. Et polis en grec, c'est la cité. Et nous savons par définition que la politique, c'est la gestion de la cité. C'est d'ailleurs pour cela que la politique ne peut pas être, par principe, ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, que nous voyons parfois dans d'autres pays,
pas seulement africain, un terrain où l'on tend à défendre les intérêts particuliers au détriment des intérêts de la cité. C'est pour cela qu'on dit politique, c'est-à-dire la gestion des intérêts de la cité. En relation avec cela, quand une personne dit s'engager en politique, quand on dit qu'on est militant d'une formation politique, c'est que par principe, on décide d'être au service de la cité, non pas d'une personne, non même pas de son parti politique d'abord, non même pas simplement de son parti politique d'abord, mais d'abord de la cité, en espérant que les valeurs défendues par cette formation politique soient à leur tour au service de la République. En conséquence de cela, vous comprenez que je sois surpris. Surpris pour deux raisons en écoutant M. Koko. D'abord, d'une part, dire qu'il encourage ce qui se passe, M. Koko, qu'il encourage ce qui se passe dans notre pays. Mais chacun de nous observe ce qui se passe dans le pays. Il dit que ce qui se passe fera que désormais, les gens viendront militer à la base. D'abord, l'idée de parti de ci, parti de ça, c'est une figure de style. C'est une figure de style. Par exemple, si je dis le pays de Macron, je ne dis pas que Macron est propriétaire de la France. C'est une construction. C'est des figures de style, vous savez très bien. Et donc, on peut tout à la fois aujourd'hui dire, pour désigner l'Union progressiste, par exemple, le parti de... Je ne sais même plus qui est le président. Moussa Kalafi est président ou vice-président, quelque chose de justement, c'est tout. Voilà, non, mais c'est vrai qui est le président, comment? Mais voilà. Si, mais ça, ce n'est pas ça. Au contraire, chacun sait que ce n'est pas le parti, c'est le parti de Patrice Talon. Tout le monde le sait. Que UP, que Bloc Républicain sont les partis de Patrice Talon. Création de sa volonté, que toutes les réunions se sont tenues pour la création de ce parti avec lui, que c'est lui, que même pour aller désigner le président de l'Assemblée nationale, de formations politiques qui sont censées être concurrentes, ont désigné un candidat unique qui sont ralliés autour de cela. Que ces deux partis politiques, par les noms qui se sont attribués, l'un Bloc républicain, l'autre Union progressiste, sont par principe diamétralement opposés. Parce que le progressisme est le contraire type du bloc républicain, du républicanisme, qui est le conservatisme. Et comment se peut-il que deux formations politiques comme cela se retrouvent et s'enchaînent, c'est bien que l'un porte un parti que tous les autres soutiennent. Vous comprendrez donc que ce qui détruit et qui donne à désespérer de ce que fait la jeunesse, donc désespérer de M. Koko lui-même, c'est d'avoir considéré que de telles choses se passent dans notre pays et que notre jeunesse, qui prône, c'est pourquoi j'ai parlé de défense et illustration. M. Koko a parlé de valeurs, parlé de suivre les personnes, non pas suivre les personnes, mais suivre les causes, suivre les idées, etc. et tout. Mais il est plutôt surprenant qu'après avoir dit cela, ils disent avoir à soutenir un contexte dans lequel tous les partis politiques de l'opposition sont éliminés, deux partis politiques appartenant au chef de l'État, appartenant au chef de l'État, uniquement ont été autorisés à aller aux élections. Ces deux partis qui sont censés être opposés par leurs principes convergent pour former un bureau politique, etc., etc. Et quand des gens peuvent ainsi porter un discours un instant, et l'instant d'après s'illustrer à travers un positionnement qui est tout à l'opposé des principes que l'on pourrait avoir, c'est cela qui donne à désespérer. Et quand moi je dis que j'ai des raisons de désespérer, c'est parce que je pourrais penser à quelqu'un comme vous, qui est en face de moi sur le plateau, qui dit, il faut soutenir les principes, il faut ci, il faut ça. Donc qui donne le sentiment dès que le décor est planté, que lui et moi disons les mêmes choses. Oui, tant que c'est dans le principe que nous disons les choses, nous les évoquons, oui d'accord. Mais à partir du moment où des actes existent, à la mesure desquels on peut mesurer la façon dont votre vocation, votre conviction est exprimée, à partir de ce moment, on peut faire la différence en ceux qui, au-delà du discours, pour des actes qui sont aux antipodes, et dit là-dessus que, oui, j'ai des raisons de désespérer, encore une fois, mais surtout de vous avoir en face de moi, mais fini pour dire que, quand j'ai des raisons de désespérer, cela ne veut pas dire que je n'ai pas l'audace d'espérer. Mais c'est une audace. C'est une audace. Pourquoi Parce que, mais justement, de façon désespérée, il reste des personnes, il restera des personnes, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, pour continuer de cultiver l'esprit de conviction, pour que demain encore, on puisse avoir à s'assurer que même
si le grand nombre est en train d'aller à la rivière pour s'abreuver, c'est à partir de ce petit comité de personnes résistantes, accolées, attachées aux valeurs, que l'on pourrait reconstituer la République. En clair, quand vous suivez sur le principe, vous êtes tous d'accord. Mais vous pensez que l'exposé de votre vis-à-vis est en contradiction avec les faits. On va évoquer les faits. Je lui donne plutôt la parole. Mais je crois que ce débat que nous pensons révolu voilà, revient chaque fois quand il s'agit en réalité d'aborder des questions sérieuses. Mais puisque le débat est là, on va le faire. Je ne suis pas d'accord quand on dit, par exemple, que 2 partis appartenant au chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais écoutez, une chose est de le dire, mais une chose est de le prouver. Une chose est de le dire, une chose est de le prouver. Il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que Patrice Talon est membre de l'Union progressiste ou du Bloc républicain. Vous en souriez. Et lorsque, non, s'il vous plaît. Vous en souriez. S'il vous plaît. Vous en rigolez vous-même, c'est assez dire. Parce que, si nous voulons être conséquents et sérieux envers nous-mêmes, si M. Constantin Amoussou est membre de l'Union fait la Nation, et que vous n'avez pas un numéro d'immatriculation, je dis Union fait la Nation, à l'USL, et que vous n'avez pas un numéro d'immatriculation, et que vous n'avez pas une carte de membre, vous n'êtes pas membre. Vous n'êtes pas membre, vous êtes un sympathisant. Au regard des tests, vous êtes un sympathisant. Soit vous êtes un sympathisant, ou bien que, puisqu'on dit le parti de Sébastien Adjavon, comme pour beaucoup d'autres personnes, ça vous a aussi motivé à ruer vers cela. C'est de cela qu'il est question. Si Patrice Talon, vous pensez que Union progressiste ou le Bloc républicain lui appartiennent, prouvez-nous qu'il est membre d'un de ces partis. Et ce débat est terminé. Entre intellectuels, on ne va pas continuer toujours à dire ça. Tout à fait. Parce que dans tout régime et dans tout pays au monde, des partis soutiennent un président de la République. Des partis le soutiennent. Que ce soit un parti, que ce soit 2 partis, il y a des partis qui le soutiennent. Et ça, on va encore fermer un autre débat en disant que le Bloc républicain et l'Union progressiste, se déclarant soutenir les actions du chef de l'État, n'ont pas commis un crime en disant, si nous soutenons la même personne, nous devons nous unir autour de ces actions. Et s'unir autour de ces actions, désigner le président de l'Assemblée nationale, c'est une négociation politique farouche qui doit se faire. Et que chaque parti doit pouvoir dire, d'accord, si vous êtes majoritaire, nous concédons ceci, nous demandons ceci, nous concédons ceci. Et puis, on ne peut pas reprocher ça à une classe politique. On ne peut pas reprocher ça à une classe politique. Je voudrais qu'on avance et qu'on arrête ces petites supputations qui, en réalité, n'apportent rien au débat et, en réalité, ne sont pas des... En fait, nos amis pensent que ce sont des arguments valables, des arguments solides, et que chaque fois on les étale, on les étale et puis on les embellisse avec des mots nouveaux, croyant qu'on est en train de dire quelque chose de sérieux. En réalité, c'est vide. C'est trop vide, parce que Patrice Talon n'est ni membre de l'UP, ni membre du BR. Et puis ça, là, c'est terminé. Personne ne peut le prouver. Et Constantin Amoussou ne peut le prouver. Ce n'est pas parce que des partis se déclarant soutenir un président de la République, et que le président de la République décide de le rencontrer, ce n'est pas un crime, ce n'est interdit nulle part. Ce n'est interdit nulle part. Il peut les rencontrer 1000 fois dans une journée, parce que c'est sa politique qu'il veut mettre en œuvre et qu'il a besoin de cela. Alors, pour pouvoir par rapport avancer. à la question d'idéologie, qui pourrait être l'un des ferments importants pour permettre à cette jeunesse de se décider. Comment amener la jeunesse dans un environnement où, pour l'instant, ce qui frappe à l'œil, c'est qu'est-ce que je peux avoir là où je m'en vais? Qui motive plutôt? Enfin, comment pour rééduquer cette jeunesse? C'est justement cela. Pour répondre à cette question, il faut dire d'abord que tout le monde n'est pas obligé d'aller à un parti politique ou bien d'aller vers un parti politique. Tout le monde n'est pas obligé de s'engager en politique. Mais dès lors que vous décidez de vous engager en politique, c'est que vous avez un motif, c'est que vous avez un objectif à atteindre. Il ne vous suffit pas, et comme je l'ai dit, que le pays de Macron, le pays d'ici, ce n'est pas de ça qu'il est question dans notre pays lorsqu'on attribue des partis à des individus. On sait bien de quoi il est question dans notre pays lorsqu'on attribue des partis à des individus. Et en attribuant des partis à des individus, on sait en réalité les conséquences que cela a sur le fonctionnement de ces partis politiques. Ça se remarque partout. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs aux réformes du système partisan. Monsieur Constantin Amoussou a eu du mal tout à l'heure à dire qu'il est le président de l'Union progressiste. Il a eu du mal à le dire. C'est parce que
Nous sommes arrivés à un moment où on ne dit plus le parti 2. Nous sommes arrivés à un moment où on ne dit plus le parti de temps. Et c'est justement l'objectif de la réforme du système partisan. Alors, pour toute personne qui veut aller vers un parti politique, en connaissant bien sûr ses objectifs qu'il s'est fixés en rentrant en politique, c'est à partir de ce moment-là, à partir de ces objectifs-là, qu'il fait le choix de son parti. Et le militantisme, pour moi, comme il a défini, je suis d'accord. Je ne suis pas militant pour venir rester là et croiser les bras et attendre quels sont les fruits qui vont tomber bientôt. Je suis militant pour se battre pour mon parti. Je dois mouiller le maillot. Je dois mouiller le maillot. Me battre pour mon parti, sachant que mon parti se bat pour le pays. Me battre pour mon parti, sachant que mon parti se bat pour mon pays. Je ne suis pas militant d'un parti politique où lorsque un président du parti politique de mon parti ou bien lorsque un responsable influent de mon parti a des problèmes, soit avec l'État, moi j'ai des problèmes avec l'État. C'est faux. C'est faux. Le président de mon parti peut avoir des problèmes avec l'État. Et si notre parti reste toujours dans son idéologie, reste toujours dans sa ligne tracée, notre président va répondre de ses actes avec l'État et nous, on continue à militer, à suivre notre idéologie. On ne devient pas opposant du jour au lendemain. Nous sommes mouvance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est mouvancier 6 mois, on est opposant 8 mois, on est mouvancier 6 mois. Ça dépend tout simplement de ce qui change en faveur de l'autre. Ce n'est pas possible. Alors, Constantin Amoussou, ce sont là toujours les tableaux, mais il faut pouvoir aller au-delà de ces revers. Et c'est du travail que la jeunesse s'est donné, qu'elle soit de la mouvance ou de l'opposition. On y parvient comment? Par la réforme du système partisan. Vous voyez bien que mon cher ami est sur le plateau pour, tel un perroquet, répéter les formules. Il dit ses convictions. Oui, enfin... Ça fait 2, 3, 4 fois qu'il parle de la réforme du système partisan, dont vous et moi, nous savons ce que c'est. Et nous avons largement l'occasion d'en parler, de nous étendre sur ce que l'on a appelé réforme. Et chacun est à mesure de savoir que ce qu'ils ont appelé réforme des partis politiques, ce n'est que la traduction dans les faits de ce que le chef de l'État lui-même a défini un jour quand il était candidat, à savoir que ce qui permet à un candidat, à un président de la République d'être réélu, de maintenir le pouvoir, ce n'est pas son résultat. C'est quand il était candidat, mon cher. C'est quand il était candidat qu'il a dit. On le laisse poursuivre. Il ne l'a pas dit alors qu'il était président de la République, mon cher ami. Et donc, ce qui permet à un candidat, à un président de la République, j'allais dire, d'être réélu, disait-il, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas son résultat, ce n'est pas sa performance. C'est la manière dont il affaiblit les partis politiques. Si tous les partis politiques, disait-il, sont affaiblis et sont à tes pieds, si toutes les personnes influentes, si les élus sont affaiblis, sont à tes pieds, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu, disait-il, je le paraphrase. Et ce n'est que ça qui a été retrouvé dans la façon de conduire ce qu'il a appelé la réforme des partis politiques, ramenant tout à 2 partis politiques à l'une, faisant par des moyens de ruse et de rage, comme ils en ont pris eux-mêmes l'engagement solennellement devant l'Assemblée nationale, pour empêcher les formations politiques de l'opposition de se constituer et d'avoir droit à participer aux élections. On a déçu pour dire que j'ai rigolé quand M. Coco a dit que ce qui permet à quelqu'un d'être militant d'un parti politique, c'est la carte de membre, c'est le numéro d'immatriculation. Ce que cela signifie... Non, mais dites-moi, ce que cela signifie, oui, c'est dire à quel point vous êtes dans le cosmétique. Vous êtes dans le cosmétique. Parce que, savez-vous, être socialiste, ce n'est pas une carte. Bon Dieu, ce n'est pas une carte. Oui, être socialiste. Être communiste, ce n'est pas une carte. Membre du Parti socialiste. S'il vous plaît, laissez-moi. Nous allons parler de militantisme. Ce n'est pas une carte. Ce n'est pas un numéro d'immatriculation. C'est dans votre cœur que ça brûle. C'est dans votre façon de percevoir le monde, de le sentir. C'est dans votre façon de réagir devant l'injustice. C'est dans votre réfutation de l'hypocrisie. C'est dans votre façon d'être sincère, d'être honnête, de vous émouvoir pour les causes sociales, de brûler, de sentir au fond de vous une femme brûlée lorsque
vous voyez l'injustice se commettre. Justement, Constantin Moussou. Et chers amis, vous permettez toutes mes excuses aux téléspectateurs qui auraient voulu peut-être vous laisser aller jusqu'au bout de votre développement. Puisque cette émission se veut vraiment une contribution pour aider à aller au-delà. Vous êtes là en train de développer les idéologies, la manifestation des idéologies. Alors, quand on prend le Bénin aujourd'hui, puisque c'est le rêve d'un certain nombre de jeunes, dont vous, aujourd'hui, sur le plateau, c'est vrai que vous êtes un acteur de l'opposition, lui, de la mouvance, mais quand on reste dans cette mouvance d'idées, est-ce qu'il y a des éléments sur le terrain pour permettre à cette jeunesse de s'engouffrer sur une piste comme celle-là que vous plantez? Il faut observer, il faut remarquer que c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je peux m'indigner de la façon dont les jeunes disent faire de la politique. Parce qu'il faut que l'on puisse ressentir une cohésion. Je ne sais pas quel est le bord idéologique de mon ami Coco. Moi, par ma formation politique, même on sait quel est mon bord politique. Je suis social-libéral. C'est connu, c'est dit, c'est décliné même dans le parti. Et ensuite, il y a les thèses du parti qui le déclinent. Et l'on a juste à vérifier si dans ma perception, si dans ma façon de penser, d'agir, je ne reviendrai pas sur les détails. Après, on verra comment chacun illustre sa façon d'être social-libéral. Mais enfin, c'est vous qui, c'est nos vis-à-vis qui donnent à réfléchir quand on voit progressistes et républicains ensemble pour dire qu'ils soutiennent un chef de l'État alors que les valeurs opposent les deux. Il n'est pas possible que deux camps, que deux partis que les valeurs opposent fondamentalement disent soutenir une personne dont au moins l'idéologie est d'un côté ou de l'autre. Il y a problème, en tout cas, pas de façon aussi convergente que ça, principalement. Et deuxièmement, dit là-dessus que quand il parle de mon incapacité à citer tout à l'heure le président d'un parti politique, je veux qu'il prenne et qu'il sache que c'est au fond dire à quel point j'ai du mépris. J'ai du mépris pour ce qui se fait. J'ai du mépris pour ce que les gens ont été capables de faire. Parce que, vous savez très bien, le Bénin a une histoire. Le Bénin, pendant presque 30 ans, a été perçu dans le monde entier, et spécifiquement en Afrique, comme le phare de la démocratie sur le continent. Le Bénin a contaminé le monde par le modèle des conférences nationales, y compris jusqu'au choix parfois des prélats dans certains pays pour diriger ces conférences nationales. Le Bénin a été une lumière. Le Bénin a été une lumière. Et nous sommes, oui, a été, hélas. Et nous sommes justement ce pays dans lequel aujourd'hui l'Assemblée nationale est représentée exclusivement par deux formations politiques entièrement acquises au chef de l'État, avec un taux de participation aux élections que vous savez, par le fait de l'exclusion. Et que, comme dans toutes les dictatures, à l'affût et au soutien de cela, on a ouvert le feu sur des concitoyens, on a tiré. On a tué des Béninois et des gens qui peuvent dire qu'ils sont socialistes. Je veux savoir quel est votre bord politique, dites-le moi. Vous êtes républicain ou vous êtes progressiste? Vous ne posez pas de questions sur le plateau. Concentrez-vous. Moi, je le sais. Finissez. Ah, il dit qu'il est progressiste. Oui. Il est progressiste, c'est-à-dire humaniste. Et des Béninois sont tombés. Une dame, on l'appelle Vioutou, c'est-à-dire à cause de l'enfant. Et comme par hasard, parce que sa fille s'était perdue et qu'elle la cherchait, on a ouvert le feu sur elle, on l'a abattue. Le chef de l'État, aucun membre du parti progressiste, blanc républicain, n'a exprimé le moindre regret, n'a même exprimé un soutien, n'a même visité cette famille. Et je n'ai pas entendu ce garçon me laisser le sentiment, excusez-moi, cet homme, ce brave jeune homme progressiste, je voulais dire, excusez-moi, s'émouvoir pour ce qu'il a pu se passer. Et il soutient, c'est-à-dire qu'on pourrait ça. Je vous le dis, non, mais je suis sur ce plateau avec lui. S'il a quelques regards, j'ai l'occasion de le savoir, mais il soutient ça. S'il soutient le chef de l'État, cela veut dire qu'en gros, il soutient tout cela. Vous savez, j'ai déjà discuté avec un aîné à moi qui me dit Constantin, mes fils, il dit, regarde-moi, je le regarde. Il dit, écoute-moi. Et je dis, oui. Et il dit, Patrice Talon peut tuer des gens à bout portant dans le marché d'Antokpa. Je ne suis pas au courant. Non, j'imagine que vous inventez ça. Je vous dis sur la foi de mes convictions les plus profondes qui sont progressistes. J'aurais pu dire sur la foi de mes convictions religieuses, mais cela n'engage que moi mes convictions religieuses. Mais c'est un serment que je prête. Si je mens. Le bon Dieu me l'a dit en face de moi. Un élu. Je peux vous dire que c'est même un élu. Non, de citer surtout. Mais je ne dis pas davantage pour dire Patrice Talon peut tuer quelqu'un devant tout le monde. Moi, je ne suis pas au courant.
pour que vous compreniez à quel point l'hypocrisie peut avoir pris possession, que la défense des intérêts personnels peut avoir pris possession de nos compatriotes, des hommes publics dans notre pays, pour dire que, au fond, Oui. la génération actuelle si elle aime notre pays et si elle savait de ce qu'est le devoir du militantisme, à savoir pérenniser la subsistance de l'État. Oui, Constantin Amousou, justement, pérenniser la substance de l'État, Oui. on fera, avec votre permission, la permission de Mathieu Coco, on fera cet exercice dans la seconde partie. J'imagine, avec le temps qui nous reste, ce serait utile à faire dans la seconde partie. Mais là, je vais lui laisser la parole parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Mathieu Coco aura certainement des éléments en complément à faire. Et ensuite, on revient à l'autre paire de manches. Oui, Mathieu Coco. Je voudrais tout simplement dire que exhorter mon vis-à-vis, M. Constantin Amousou, que nous ne gagnons rien à embrouiller, à embrouiller les gens. Oui. Nous ne gagnons rien du tout à embrouiller les gens. Nous ne gagnons rien du tout à essayer donc de mélanger les choses. Nous parlons du militantisme. Tout à fait. Je parlerai du militantisme. Je ne suis pas militant. Je peux être progressiste sans être militant du Parti progressiste. Je peux être progressiste sans être militant du Parti progressiste. Le militantisme à un parti s'acquiert à partir du moment où vous vous êtes inscrit et que vous avez votre carte de membre. On peut être socialiste sans être membre du Parti socialiste. Il est USL sans être peut-être membre de l'USL, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes vont vers des partis politiques, pas pour des convictions, mais juste parce que le parti de qui c'est intéresse. Et c'est ça ce que Constantin Amousou vient de nous confirmer ici. Tout simplement parce que celui à qui appartient le parti nous intéresse, alors nous sommes du parti. On fait quoi pour changer cela? Non, pour changer cela. Pour changer cela. Pour changer cela. Pour changer cela. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui qu'il faut encourager. La réforme du système partisan. Constituer des partis politiques forts où les partis politiques n'appartiennent plus à des individus qui sont à la quête d'autres individus qui seront à leur solde pour les aider à cisser. Il faut construire des partis politiques forts. Il faut faire en sorte que les partis politiques ne soient plus la propriété d'un individu qui a son argent et qui veut donc se faire ses affaires politiques et qui dit, bon, je crée le parti, je te prends, et vous êtes tous à sa solde. Comme c'est une émission contribution, Mathieu Coco, avant de vous retourner vers Constantin Amousou, en fait, le complément est... Le complément que je voudrais faire, vous voyez, il est facile et loisible à certaines personnes de continuer à distiller dans l'opinion publique que oui, il y a eu élection, exclusion. Moi, je continue toujours de dire, et je l'ai dit déjà sur ce plateau, personne n'a exclu quelqu'un à aller aux élections législatives au Bénin. Des groupes de partis politiques se sont tout juste réunis pour dire nous allons affronter les tests de la République, nous n'allons pas nous y conformer, croyant que nous étions toujours dans une République où chacun se lève et fait ce qu'il veut. Et finalement, la loi s'est imposée à eux et ils se sont retrouvés à ne pas aller aux élections. Si une autre émission nous invitait donc sur cette question, on va en parler. Puisqu'on en a longuement parlé aussi, oui, Mathieu Coco, la question que j'allais poser avant votre complément, c'est cet environnement plutôt malsain et confus, puisque je le répète encore, c'est une émission qui se veut une contribution et vous dites que vous êtes déjà dans cet univers, vos contributions peuvent être utiles. Alors, pour l'assainissement, demandé par plus d'un, avoir une génération d'hommes politiques, pour ne pas ressembler à l'autre, mais plus ou moins vertueux, quand même débarrasser des cas que l'on connaît, un milieu où la vertu n'est pas du tout le règne. Quels sont les éléments qu'on peut mettre à disposition pour permettre d'en arriver là? Je ne suis pas d'accord quand on pense que la vertu n'est pas de règne en politique.
Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. C'est tout comme si... On parle de malhonnêteté, mesquinerie. Non, c'est pas forcément ça. Moi, je suis resté avec des hommes politiques. J'ai fait le chemin avec des hommes politiques qui, aujourd'hui, incarnent donc, le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire et qui sont en politique. Et moi, je suis fier d'être avec ces gens-là. Et quand je vous dis aujourd'hui que pour changer cette image que nous avons aujourd'hui de ceux qui s'engagent en politique, il faut l'assainissement vraiment du milieu politique. Et c'est ce que... En dehors des tests, oui. Mathieu Coco, il y a une célèbre phrase qui a fait date et qui continue d'abord. On dit l'homme politique n'a pas de parole. Ses engagements n'engagent que lui. Vous avez vécu ces expressions, j'imagine, mais puisque vous les côtoyez, ce que vous côtoyez vraiment, honnêtement, vous avez la conviction que vraiment c'est l'idéal? Si je continue de les côtoyer et que je suis en harmonie avec ma conscience en m'engageant en politique, c'est parce que je continue toujours de croire que c'est l'idéal. Ok. C'est parce que je continue toujours de croire que c'est l'idéal. Vous savez, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Ça, c'est sûr. Parce que vous avez une conscience. Vous pouvez venir ici, paraître devant tout le monde que voilà ce que je fais, mais lorsque vous vous retrouvez seul, vous avez des remords. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Mais lorsque vous avez toujours ce cœur qui vous conduit donc à ce remords-là, vous avez à un moment donné le choix. Vous avez la possibilité de choisir. Ayez le courage de choisir. C'est à ça que moi j'invite aujourd'hui la jeunesse. Ayez le courage de choisir. Et lorsque vous choisissez, restez fidèle à votre choix. Choisissez et restez fidèle. Ce qui, effectivement, à des moments donnés, a beaucoup manqué pour ce que la classe politique a de tout temps offert. En tout cas, pour nous donner des exemples conséquents, c'est la question de la transhumance, oui. Sur la question de modèle, de choix, d'orientation. Vous pensez qu'il y a déjà un ferment sur lequel on peut évoluer facilement ou tout est à revoir, à revisiter la question de la vertu en politique? Merci beaucoup. Si j'avais été à votre place, et lorsque M. Coco disait qu'il a fait avec des hommes politiques et qui, à ses yeux, incarnent aujourd'hui des valeurs, et c'est pour cela qu'il de vous donner des exemples, c'est ça? Je lui aurais demandé. Constantin Amoussou, par exemple. Constantin Amoussou, par exemple. Vous ne le côtoyez pas. Non, c'est pour vous éviter, c'est pour ne pas faire perdre du temps à nos téléspectateurs qui veulent entendre des choses très importantes. Alors, on va s'expliquer. Allez-y, par exemple, parce que tantôt il était avec Talon, tantôt il est avec Adjavon, donc ça avance bien. Ah, c'est ça. C'est justement ça ce que j'incarne. Ok. Oui, Constantin, vous avez la parole. Il y a un peu de difficulté de lisibilité dans le développement de notre cher ami. Je voudrais que cela puisse être clarifié. Je veux dire là-dessus que quand il aura l'occasion de répondre à la parole, je voudrais qu'il puisse me dire sincèrement... Malheureusement, il ne reste que 3 minutes. Allez-y rapidement, parce que le temps... Deuxièmement, il a dit tout à l'heure que dans ma prise de position, dans mon exposé, il a pu s'apercevoir que j'étais d'un tel parti parce que c'est le père de Sébastien Adjavon. Je voudrais qu'il puisse me relever ce qui, dans mon intervention, a pu laisser penser que j'appartiens à l'Union sociale et parce que c'est le père de Adjavon Sébastien. Une seule fois, je n'ai appelé le nom de Adjavon ici, depuis que je suis sur ce plateau. Je n'ai jamais dit qu'Adjavon est un tel homme, et ceci, etc. Je n'ai jamais dit ça. Et pourtant, j'ai des raisons de penser qu'il a un certain nombre de mérites pour lesquels on peut avoir intérêt à être avec lui dans le parti politique dont il est le président et dont il n'est que le président d'honneur, je peux le dire. Et donc, je voudrais qu'il aide à t'expliquer là-dessus. Deuxièmement, je dis, quand on parle, j'ai beaucoup insisté là-dessus, de militantisme des jeunes, quand on parle de politique, il faut que nous travaillions à restaurer encore dans l'esprit de nos plus jeunes frères ce qui arrive, si nous ne pouvons pas devenir meilleurs nous-mêmes, ce que cela est, ce que cela devrait être. Quand vous parlez avec nos compatriotes où qui se trouvent, ils ont de la facilité à dire « Ah, mais on est en politique ». Pour dire que, parce qu'on est en politique, ce qui est cruel, que ce qui est méchant est normal. Et pourtant, je suis d'avis pour dire, et là-dessus au moins avec M. Coco, pour dire que la méchanceté, pour dire que la cruauté ne sont pas les marques distinctives de la politique. Ce sont, oui c'est vrai, même historiquement, des faits, des manifestations qu'on a retrouvées dans l'environnement politique. Mais ce ne sont pas les faits qui décrivent par nature. Ce ne sont pas des faits de la nature même
de la politique. Ce sont des faits qui surgissent dans le champ politique. Mais est-ce que vous constatez, c'est la question que je vais poser, est-ce que vous constatez que l'univers politique est fait de mesquinerie, de méchanceté? Il y a des faits tous les jours ici, on peut en citer quelques-uns qui concourent à consolider l'idée que non seulement c'est fait de cela, mais c'est cela qui domine principalement la vie politique en notre pays. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je désespérais. J'aurais bien voulu vous reconduire pour un second plateau, parce que le temps est complètement parti. Comment permettre à cette jeunesse de se refaire? La question, malheureusement, n'a pas été évoquée, parce que, de part et d'autre, il y a des préoccupations qui vous tenaient à cœur. Je vais permettre peut-être à Mathieu Coco de vous donner quelques noms de ces modèles, et après, il va conclure. Vous allez conclure, parce que le temps est complètement parti. À volonté, moi, je n'avais pas voulu avoir de noms. Non, du tout pas. Moi, je ne vais pas vous faire le plaisir donc, de m'aventurer donc sur ce terrain. De toutes les façons, c'est que lorsque vous faites tout ce que vous faites, vous avez des modèles que vous suivez. Tout ce que vous faites, vous avez des modèles. Et que si ces modèles vous conduisent, si les gens ont la facilité à citer Montesquieu, à citer Nelson Mandela, c'est parce que ce sont leurs modèles. Et moi, je peux vous dire que si aujourd'hui je suis rentré en politique et que je suis dans l'Union progressiste, figurez-vous, dites-vous que toutes ces personnalités qui incarnent l'Union progressiste, c'est parce que je les estime. Toutes ces personnalités. Votre conclusion? Mais ma conclusion, c'est de dire aujourd'hui à cette jeunesse qui veut s'engager en politique, de savoir qu'avant de s'engager en politique, il faut être d'abord conscient de ce que l'on veut et avoir le courage de choisir. Conscient de ce que l'on veut et le courage de choisir. Constantin Amoussou? Moi, je veux finir en lançant un appel aux jeunes, à la jeunesse. J'ai entendu des jeunes, il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, me dire, quand on est jeune, on ne fait de l'opposition. On ne fait pas de l'opposition. Ils disent, vous êtes comme un avion qui veut décoller. Quand l'avion veut décoller, il doit aller dans la direction du vent. Comme par hasard, le sort les a condamnés à faire l'opposition aujourd'hui. Ils ne le font pas peut-être de leur gré, mais on les a contraints parce qu'on les a reliés à un régime. Ce qui peut faire la distinction entre ceux qui sont comme ça, par le fait accidentel, appelés à être des opposants, ou ceux qui constamment sont à la quête de la direction du vent, et ceux qui, de façon constante, restent attachés à des idéaux, c'est tout à la fois le discours qu'ils portent et la façon dont ils se positionnent vis-à-vis de tous les régimes. Et moi, oui, ce n'est ni d'hier avoir été avec Patrice Talon et aujourd'hui avec Sébastien Adiavon, c'est d'avoir été un apôtre de ce que nous avions appelé la nouvelle conscience, qui ne se décline pas sous la gouvernance actuelle et contre lesquels il était plus heureux d'aller vers un horizon dans lequel on peut toujours continuer de courir pour chercher le meilleur pour notre pays. Chercher le meilleur pour son pays, Constantin Amoussou. Je veux finir en disant que c'est cela qu'incarne l'Union sociale libérale. Merci pour votre contribution. Merci également à vous, Mathieu Coco, pour votre contribution. Chers téléspectateurs, surtout cette jeunesse qui cherche toujours ces marques, on aurait souhaité vous apporter un peu plus que cela. Chers invités, si votre disponibilité le permet, on pourra se retrouver un autre jour pour la poursuite de ce débat qui, j'estime, ne vient que de commencer. Quelle voie suivre par cette jeunesse pour mieux apporter sa contribution? C'est là la grosse interrogation et c'est un combat de tous les jours. Frantz Fanon, pour nous fausser définitivement compagnie. Chaque génération, la fameuse citation que tous connaissent déjà, doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Merci pour la complicité et à très bientôt.